Eh bien, ça faisait un moment que je n'étais pas sorti de chez moi. Pourquoi? Parce que il pleut tout le temps. C'est humide, archi humide. Et quand il flotte, pas possible d'aller dehors. Surtout que c'était vraiment, vraiment pas agréable du tout. Tout est détrempé. Enfin. Donc du coup, c'est ma première journée depuis un certain temps où je mets le nez dehors et ça fait du bien de marcher, de retrouver ce chemin de réflexion. Ce chemin où on s'en est posé des questions parfois profondes, existentielles, spirituelles, et parfois on a traité de sujets plus superficiels, de sujets d'actualité. Mais le chemin et la marche, c'est une bonne chose, vous savez, pour réfléchir. Ça, j'ai remarqué. Je ne réfléchis pas pareil dans mon bureau qu'en marchant avec vous. Et là, c'est pour ça que je profite de l'occasion pour à nouveau réfléchir avec vous, prendre, comme on dit, du recul et, et prendre de la distance par rapport à une actualité très fournie par des événements qui sont pas très encourageants pour l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une crise politique en ce moment. Que va-t-elle devenir? Je ne sais pas. En tous les cas, on a on vit une période particulière. Et ça nourrit les échanges, ça nourrit la réflexion, ça nourrit sans arrêt à plusieurs niveaux, hein, quel que soit le niveau où on se trouve, ça nourrit nos interrogations. Et on se dit, mais à quoi bon? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie qu'on n'arrive pas à s'entendre sur notre évolution, qu'on soit toujours contre quelque chose, qu'on soit toujours opposé à quelque chose, qu'on soit obligé de s'opposer, d'être en réaction par rapport à un mouvement que l'on juge comme néfaste. Et peut-être qu'on a tort, mais on juge ce mouvement néfaste et on réagit. Donc on est réactionnaire, évidemment. Ou alors on laisse aller et c'est la déroute totale. C'est la culbute dans un système absolument régressif. Et donc c'est la barbarie qui nous attend. Il y a pas de... Quand je dis la barbarie, c'est-à-dire une forme de société où la force physique va devenir prioritaire par rapport à la force morale, spirituelle, intellectuelle. Et c'est dommage. C'est dommage parce que une société qui prend ce chemin, fatalement, elle nous conduit à une forme d'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Si vous n'avez pas de civilisation, si vous sortez de la civilisation, c'est l'enfer. Et on risque de vivre ça, c'est-à-dire l'enfer sur Terre. C'est-à-dire on aura comme préoccupation que de se protéger, que de vivre, de s'occuper de notre sécurité physique, j'entends. Parce qu'il y a quelque chose dans l'air qui est très menaçant. Et cette population, on l'a fait venir, c'est ça qui est incroyable, parce qu'on ne va pas se cacher la face. Le problème vient des étrangers. La violence vient des étrangers, et notamment de l'Afrique. Afrique du Nord, mais Afrique noire également. Et on voit que cette violence, elle est contagieuse dans cette communauté qui s'est établie en France en détestant la France, avec un côté toujours victimaire et revanchard qui finit par être bête, parce que rien n'empêchait ces peuples-là de se développer chez eux, mais comme il leur manquait, la plupart leur manque de la matière grise, évidemment, c'est plus facile de vivre dans la victimisation. En fait, ceux qui se nourrissent de victimisation sont souvent des gens complexés. Et leur complexe vient de leur infériorité au niveau, je dirais, intellectuel et mental, parce que ça nécessite fatalement de développer un pays, ça nécessite une forme d'intelligence qu'ils n'ont pas. Ces peuples-là sont démunis de cette intelligence et ça les rend très agressifs. C'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Et donc on constate aujourd'hui que la cohabitation devient invivable parce qu'ils sont jaloux de tout, bien qu'ils sont en train d'épuiser toutes les ressources sociales et de la société comme des parasites. Et puis ensuite, une fois que le système est à bout de souffle, eh bien, ils vont s'attaquer au bien des gens. Et ils vont s'attaquer aux gens en volant, en pillant, en faisant des razzias. C'est ce qui nous attend. Donc oui, c'est un constat, mais vraiment
un constat brut de décoffrage que je fais là, mais réel, réel. Et donc c'est pour ça qu'en face, on peut pas raisonner, on peut pas. Je vois des gens, ils disent, oui, vous avez pillé. Et il y a des gens, des Africains, des Français d'origine africaine qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique et qui vivent en France confortablement, soit confortablement grâce aux aides multiples et variées, soit de jobs qu'ils ne trouveraient pas dans leur pays, ou d'où viennent peut-être leurs parents, leurs grands-parents. Ils disent, vous avez pillé notre pays. Mais on n'a rien pillé du tout, c'est simplement que des gens ont eu l'intelligence d'aller creuser dans la terre, d'aller faire des mines et donc d'extraire des minerais et de les enrichir. Mais pour ça, il faut la matière grise. Sans matière grise, tu ne peux pas dire que tu es pillé. Si tu vis sur une tonne d'or et que tu n'es pas capable de l'exploiter toi-même, que tu fais appel à les étrangers, tu n'accuses pas les étrangers de te piller. Au contraire, ils viennent te rendre service parce qu'ils viennent faire un boulot que tu n'étais pas capable de faire. C'est tout le système. Et puis pour tous ceux qui pensent qu'on peut se développer grâce à des ressources naturelles, pensez aux Japonais, ils n'ont pas de ressources naturelles, mais ils ont de l'intelligence, ils ont de la matière grise. Et à un moment donné, soit tu as de la matière grise, ça vaut 10 000 fois plus que des richesses sous terre que tu ne sais pas exploiter. Et ça, les Africains, il va falloir leur dire un jour. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette victimisation absurde, entretenue par l'extrême gauche. Donc tout ça, il faut le dire à un moment donné. Il faut dire, bah, non, on n'a pas pillé, on n'a rien pillé. Simplement, ton pays, tu n'as pas été capable de l'exploiter, d'exploiter les ressources et de les raffiner et d'en faire des produits finis. Tu n'es pas capable, c'est tout. Tu n'es pas capable. C'est pas de ta faute, c'est comme ça. Mais ne va pas reprocher à ceux qui sont capables de tous les maux de l'histoire. C'est comme Israël. Quand ils sont arrivés, c'était des cailloux, c'était le tiers-monde. Ils sont arrivés, les Juifs, ils ont tout développé. Maintenant, on leur en veut parce qu'ils ont... Et maintenant, les autres sont jaloux parce qu'ils ne sont pas capables d'en faire autant. Et après, ils deviennent antisémites. Mais ils deviennent antisémites pas parce qu'ils en veulent à l'histoire juive, ou je ne sais quelle raison. C'est parce que simplement, matériellement, ils ne sont pas capables de faire aussi bien. Et c'est vrai dans la société, qu'est-ce que vous voulez. Donc, il y a quand même un problème. Alors après, on reproche aux autres d'être plus intelligents. Bah oui, ils s'organisent, ils sont intelligents. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux autres d'être intelligents si vous êtes bêtes. Tout ça dépend, et c'est vrai pour tous les sujets. Donc ça vient simplement d'une forme de jalousie qu'on a vis-à-vis de quelqu'un qui est plus performant, plus intelligent. Et entre communautés, entre pays, c'est le même souci, c'est le même problème. Des pays sont plus performants que d'autres, plus intelligents, bah, ils marchent mieux. Regardez Poutine, on l'a pris pour un con, bah, c'est un type intelligent. Il réussit, pourquoi? Parce qu'il est intelligent, parce qu'il y a de l'intelligence chez cet homme-là. Mais il n'a jamais été dans la victimisation. Il a dit, bah, ce pays, je vais le redévelopper. Il a tout fait pour redévelopper un pays qui était à la ramasse. Et pourquoi? Parce qu'il est intelligent, c'est un leader intelligent, c'est un type intelligent. Et vous ne pouvez pas ne pas le voir, ça se voit sur sa tête. Ça se voit, ce gars-là, qu'il est intelligent. Ça se voit, il n'ouvre pas sa bouche pour rien dire. Il n'est pas là, il se comporte correctement. Et du coup, bah, aujourd'hui, il est le leader de tous les BRICS, ce qui n'est pas rien. Mais pourquoi? Grâce à son intelligence, pas seulement à sa force. Et pareil, ils ont mis le paquet en Russie sur les écoles d'ingénieurs, tout ça. Donc ils fabriquent des armes sophistiquées, des engins sophistiqués qui rivalisent avec l'Occident. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été intelligents. C'est la matière grise qui est importante. Alors quand vous avez la matière grise et les ressources naturelles, là, vous êtes les vainqueurs de l'histoire. Mais il faut les deux. Mais si vous avez des ressources naturelles sans matière grise, c'est zéro. Et si vous avez de l'intelligence et que vous n'avez pas de matière grise, c'est préférable. Parce qu'au moins, comme les Japonais, bah vous inventez, vous innovez. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup en Occident, en fait. On avait peu de ressources, on en avait. On a eu les mines de charbon, tout ça. On avait des ressources, mais c'est vrai qu'après, il y a eu le pétrole et tout. Et qu'il a fallu se débrouiller sans. Donc il faut remettre les choses à leur place. Il va falloir qu'un jour tout le monde remette les choses d'équerre. Et qu'en réalité, on ne sombre pas dans la stupidité idéologique actuelle qui domine les gens, la culpabilité idiote dont sont affublés les Occidentaux. Et il faut arrêter la victimisation. Et puis ceux qui n'aiment pas, comme je dis toujours, ceux qui n'aiment pas ou qui ne nous aiment pas, eh bien, ils se tirent, ils rentrent chez eux, et point final. Ils vont où ils veulent, mais ils quittent le pays. Et on va en arriver là, vous savez. On est obligé, parce que là, on va vers
vers un cataclysme, on va vers une barbarie quand je vois des gosses qui arrivent avec des couteaux à l'école et qui menacent leurs professeurs. Enfin, c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, il va falloir dire stop. Donc ils ne sont pas capables, ceux qui sont au gouvernement actuellement sont totalement incapables de faire quoi que ce soit. Il va falloir des gens avec une main de fer. Une main de fer, des gens courageux qui vont mettre les mains dans le cambouis et qui vont agir. Il n'y a que cette solution-là, sinon on disparaît. Et puis c'est fait. Et puis après c'est l'anarchie totale, c'est la jungle, on revient je ne sais où parce qu'on revient à une époque de décadence et de misère totale. Donc il faut savoir ce que veulent les gens, c'est tout. Mais là ils vont être obligés de se déterminer parce que ça devient sérieux, ça devient très très sérieux. Voilà où on en est socialement, je dirais. Après, concernant la question spirituelle, eh bien, c'est un mystère. Un mystère, notre dimension est un mystère. La dimension dans laquelle on est incarné est un mystère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit vivre tout ça? Parce que on ne peut pas se réfugier dans une église et puis regarder le train passer sans se mouiller, sans réagir, sans se positionner. C'est trop facile. La question spirituelle ne doit pas nous exonérer de notre application. C'est là aussi l'erreur, je pense. Donc on a besoin parfois de spiritualité pour se désengager, c'est une forme de lâcheté. Mais je pense qu'on a besoin de spirituellement, ça passe par l'incarnation. Et je ne pense pas qu'on obtienne un progrès spirituel si on refuse l'engagement et l'incarnation. Et ça a des risques, hein. Attention, s'incarner c'est risqué. C'est comme si on marchait sur un fil. Il y a un moment donné, on peut tomber, on peut faire des erreurs, on peut se tromper. Mais ça fait partie de cette expérimentation de la matière, de se tromper. Sinon, on n'avance pas. Si on a peur de se tromper, on n'avance pas. Si on a peur de faire des erreurs, on n'avance pas. Si on a toujours peur, on reste bloqué, on stagne, on ne fait pas de nouvelles relations, on stagne dans tous les points de vue. Et donc, à un moment donné, il faut prendre des risques. Et c'est en prenant des risques qu'on évolue matériellement et spirituellement. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut bien comprendre que cette incarnation que l'on vit, c'est un exercice qui est loin d'être reposant, je dirais. On n'est pas là pour se reposer. Il semble pas en tout cas. On n'est pas dans un contexte, on doit être toujours sur nos gardes et toujours vigilant. Et précautionneux par rapport à des choses que l'on choisit ou des positions que l'on a. C'est courageux de prendre des positions, mais il faut toujours en arrière-plan savoir qu'on peut se tromper. Moi, c'est ma conviction. Je dis des choses, mais je sais que je peux me tromper. Je sais que je peux commettre des erreurs, des maladresses. Je le sais. Mais si j'en arrive à un point où je ne veux plus faire de maladresse et faire des erreurs, je ne fais plus rien. Et en ne faisant plus rien, je ne m'incarne plus. Et en ne m'incarnant plus, je ne réponds plus à ma vocation qui est d'exercer dans cette matière, dans cette dimension, un rôle, de me consacrer à cette matière dans laquelle je suis. On n'est pas des êtres pour l'instant invisibles, spirituels, flottants comme ça dans les airs. On est là, on a besoin de soigner, on a besoin de manger, on a besoin de travailler, d'avoir des ressources, on a besoin de faire fonctionner quelque chose avec la matière. Les gens qui récoltent, qui nous nourrissent sont dans la matière, travaillent la terre. Cette matière, on est dedans, on est coincé dedans et on ne peut pas s'exonérer de ça. C'est une lâcheté, c'est une mauvaise foi terrible de s'exonérer de ça. C'est ce que je reproche beaucoup aux gens qui sont dans la spiritualité. Et j'ai déjà développé cette thématique de la matière, mais elle est importante, elle est très importante. Et j'y reviendrai tout le temps. En faisant bien penser, en faisant bien prendre conscience que nous sommes là pour nous incarner et que l'action que l'on a dans la matière est très importante. Très très importante. C'est pour ça qu'on s'engage, on fait une chose. On ne reste pas toujours sur la touche en disant « mais je vais regarder le train passer » parce que vous pouvez passer des vies comme ça, regarder le train passer et vous verrez, vous n'évoluerez pas. L'évolution intérieure, elle n'est que la conséquence d'une évolution dans le monde de la matière. C'est lié, si vous voulez. Et c'est là qu'il faut chercher la clé existentielle, si vous voulez, de notre situation. Parce que on ne peut pas contourner la matière, on ne peut pas.
beaucoup ont essayé, beaucoup ont tenté, mais c'est des gens qui sont, je veux dire, qui sont pas qui ne produisent rien, qui sont stériles. Et c'est ça le souci. Alors, parce qu'après, les gens, ils vivent c'est des rats de bibliothèque, ils vivent dans des bibliothèques, ils font rien. Ils sont juste dans des bibliothèques, ils lisent des livres, oui, ils lisent, mais ils n'agissent pas, ils agissent en rien. Et lire, ça sert à rien si vous n'agissez pas. C'est bien de lire, mais à condition d'avoir une action, de faire un truc, d'agir dans le monde. Ils font rien, donc ils attendent que ça passe et ils lisent. Alors évidemment, ils lisent, mais ça ne sert à rien. Lire sans agir, ça ne sert à rien. Il faut que ces lectures que l'on a, cette manière de se nourrir moralement, intellectuellement, de nourrir notre âme, il faut que ça débouche sur l'enfantement d'une réalité. Et il faut que ça prenne vie d'une manière ou d'une autre dans le monde réel. Et voilà. C'est pour ça Zemmour, critiquer Zemmour, mais il y est allé au charbon. Avec plein d'erreurs, plein de fautes. Mais il était dans la critique, il était dans le commentaire, puis un jour il s'est dit, non, il faut que j'y aille au charbon. Il y est allé. Il y est allé avec ce qu'il était. Alors on peut tout dire, mais il a eu le mérite de ça. C'est un mérite, vous savez, de s'engager comme ça. Parce qu'il pouvait être très confortable dans sa position de critiquer, gagner bien sa vie, il écrivait des bouquins, donc c'était très confortable. Mais il a eu besoin d'incarner, il a eu besoin d'y aller. Et ça, c'est tout à son honneur. Tout à son honneur. Il y a un mérite à s'incarner, il y a un mérite à se mouiller, il y a un mérite à y aller sur le terrain. C'est trop facile de rester dans son fauteuil, à observer, à regarder des vidéos YouTube et à pas bouger son cul. Trop facile, il faut agir. C'est ça le souci, c'est que beaucoup n'agissent plus, sont dans le commentaire, dans l'observation, ils n'agissent plus. Il faut agir d'une certaine manière, même modestement dans son coin, mais on est obligé d'agir. On ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas être sur la touche et à regarder le train passer. C'est pas possible. Si on est comme ça, on n'évoluera pas dans cette dimension. On fera pas de progrès. Voilà un peu mon opinion, ma réflexion du jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.